Bonjour, je me présente, Sana Qabil, docteur en physique, spécialité télécommunications et professeur à l'université privée de Marrakech, pôle ingénierie et innovation. Donc pour le cours de l'électrocinétique, comme on a dit, a pour objectif d'analyser les circuits simples en utilisant les théorèmes généraux de l'électrocinétique, à savoir le théorème de Thevenin, de Norton, de superposition et Millman. Donc tout d'abord, on va faire un petit rappel par rapport aux dipôles. Pour les dipôles, comme on a défini dans la partie électrostatique, est un élément électrique présentant deux bornes soumises à une tension UT parcourue par un courant IT. Bien sûr, avec le U, c'est le V1 moins le VB. C'est la différence de potentiel ou tension. Et bien sûr, le IT, c'est le courant traversant le dipôle. C'est une grandeur algébrique et bien sûr, c'est une quantité de charge qui traverse le dispositif par unité du temps. Le I de T est égal à D de Q sur D de T. Il existe deux types de dipôles. Les dipôles passifs, comme les ampoules, les résistances, les capacités, qui ne peuvent pas fournir de puissance moyenne. Et il y a aussi les dipôles actifs, comme les piles, les batteries, donc qui peuvent fournir une puissance moyenne. Donc pour les dipôles passifs ou récepteurs, à savoir les résistances, le U de T est égal à R fois I de T. Pour les inductances, le U de T est égal à L D de I de T sur D de T. Et la capacité, c'est le Q de T est égal à C fois le U de T. Donc, comme remarque, l'inductance, qui n'est autre qu'un fil enroulé, possède une faible résistance interne que l'on néglige en général. Et la capacité possède une résistance interne que l'on néglige. Pour les dipôles actifs ou générateurs, le rôle du générateur dans un circuit électrique est de mettre en mouvement les électrons qui sont présents dans ces composants, fils, ampoules, résistance ou autres, en y introduisant une différence de potentiel. Bien sûr, pour ces dipôles actifs ou générateurs, il existe des générateurs de tension et des générateurs de courant. Passons maintenant à la définition des lois de Kirchhoff. Mais avant de donner les deux lois de Kirchhoff, on va donner quelques définitions par rapport à les nœuds. Donc un nœud est le point de jonction entre au moins trois fils de connexion. On va aussi donner une définition, c'est quoi une branche? Pour la branche, c'est un ensemble de dipôles montés en série entre deux nœuds. Aussi, c'est quoi une maille? Une maille est un ensemble de branches formant un circuit fermé. On choisit une orientation sur chaque maille. Et cette orientation sera arbitraire. Pour le réseau ou encore circuit, c'est un ensemble de composants reliés par des fils de connexion qui peut être bien sûr analysé en termes de nœuds, branches et mailles. Donc pour la loi ou encore les lois de Kirchhoff, on va donner la première loi, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est une conséquence de la conservation de la charge électrique. Donc la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Plus généralement, la loi des nœuds s'écrit la sommation de epsilon k ik égale à 0. Avec le epsilon k vaut plus 1 si le courant ik aboutit au nœud et moins 1 si l'on repart. Passons maintenant à la loi des mailles. Donc la loi des mailles, la somme des tensions aux bornes des différentes branches d'une maille parcourue dans un sens déterminé est nulle. Donc, dans le cadre général, on peut écrire la sommation de epsilon k uk égale à 0. Le epsilon k vaut plus 1 si la tension uk est orientée dans le sens de la maille et moins 1 dans le cas contraire. Et bien sûr, on peut tout aussi bien orienter la maille dans le sens inverse
cela revient à changer tous les signes et le résultat est le même. C'est pour cela qu'on dit que l'orientation sur la maille est choisie arbitrairement. Donc passons maintenant au théorème de Thevenin. Le théorème de Thevenin a pour objectif de modéliser une partie de circuit par une force électromotrice équivalente et une résistance interne équivalente. Le théorème de Thevenin nous indique comment calculer le E Thevenin et le R Thevenin. Prenons l'exemple d'un circuit électrique. Prenons l'exemple de ce circuit électrique. Donc pour calculer la force électromotrice du générateur équivalent de Thevenin, on ne garde que la partie du circuit considéré comme générateur VA moins VB égale à E Thevenin. Et par conséquence, on peut trouver le E Thevenin est égal à E fois R sur R plus petit r. Pour calculer la résistance interne du générateur équivalent de Thevenin, on supprime là où les forces électromotrices et on calcule la résistance vue entre les bornes A et B. Dans cet exemple, on obtient le R Thevenin égal à grand R parallèle à petit r. Et ça nous donne R fois petit r sur grand R plus petit r. Donc passons maintenant au théorème de superposition. Soit un circuit linéaire comportant plusieurs sources autonomes de tension et de courant. Le courant dans une branche ou la tension aux bornes d'une branche est égale à la somme algébrique des courants ou des tensions produits séparément par chaque source autonome. Toutes les autres sources autonomes étant éteintes. Donc comme remarque, un générateur de courant ou de tension est dit source autonome si sa force électromotrice ou son courant électromoteur sont indépendants des autres grandeurs du circuit. Dans le cas contraire, la source est dite liée. Passons maintenant au théorème de Norton. Donc les conditions étant les mêmes que pour l'application du théorème de Thevenin, mais cette fois-ci, la partie du circuit considérée comme le générateur est modélisée par une source de courant en parallèle avec sa résistance interne. Donc on a pour cette modélisation, on aura une source de courant en parallèle et une résistance interne avec la résistance interne ρ égale à la résistance interne de Thevenin et le courant électromoteur mu G est égal à la tension U sur ρ. Passons maintenant au théorème de Millman. L'objectif de ce théorème de Millman est de calculer le potentiel et bien sûr en utilisant la loi des nœuds, la sommation des epsilon k, ik égale à 0. Prenons l'exemple ci-contre. Donc on a 3 branches et bien sûr on veut calculer le V0 au nœud. Donc et bien sûr on a pour chaque branche composée d'une résistance R1, R2 dont R1 pour la première branche, R2 dans la deuxième branche et le R3 dans la troisième branche. Et pour la première branche, on a le courant I1, la deuxième branche, on a le courant I2 et la troisième branche, on a le courant I3. Donc pour analyser ce circuit, on va commencer tout d'abord avec la loi d'Ohm, le U est égal à R fois I. Pour la première branche, le U est égal à R1 fois I1. Avec le U, le potentiel dans cette branche, c'est V1 moins V0 égal à R1 fois I1. Pour la deuxième branche, le V2 moins V0 égal à R2 fois I2 et la troisième branche, le V3 moins V0 égale à R3 fois I3. Et bien sûr, on va utiliser la loi des nœuds, c'est la sommation bien sûr des courants I1, I2 et I3, bien sûr on multiplie par un epsilon k, soit plus 1 ou encore moins 1. Donc pour cet exemple, on aura le I1 plus le I2 plus le I3 égale à 0. Donc à la fin, on va trouver le V0 égal à la sommation des VI sur les RI sur la sommation de 1 sur les RI. Et dans le cadre général, pour un réseau électrique constitué de plusieurs branches en parallèle, on peut trouver la tension U
est égal à la sommation de EI sur RI sur la sommation de 1 sur RI. Le théorème de Millman est utile pour calculer la tension aux bornes d'un réseau électrique constitué de plusieurs branches en parallèle. Donc soit le U est égal à la sommation de EI sur RI avec le I est égal à 1 jusqu'à le petit n sur la sommation des 1 sur RI, le I est égal à 1 jusqu'à petit n. Et bien sûr, on peut avoir cette tension soit en utilisant la résistance RI ou encore l'utilisation de la conductance GI avec la conductance GI est égale à 1 sur RI et ça va nous donner le U est égal à la sommation de I est égal à 1 jusqu'à petit n GI EI sur la sommation de I est égal à 1 jusqu'à n jusqu'à petit n GI.